De retour dans l'Africa Newsroom, Mahamat Assilek Alata, directeur de la publication Tropus Tribune. Merci à vous. Et Jean-François Akanji-Kombe sont toujours avec nous. Et monsieur Claude Wilfried Ekanga. Ekanga vient de nous rejoindre sur ce plateau. Merci à vous. Vous êtes politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On passe tout de suite au grand angle. La Somalie lancée dans un processus de révision de sa constitution. Le pays est depuis 2012 régi par une constitution provisoire adoptée à l'époque par le gouvernement de transition soutenu par la communauté internationale. Mais pour l'administration du président Mohamed Abdullahi Mohamed, il faut doter le pays d'un texte définitif, une étape cruciale en effet dans le processus visant à rétablir une autorité centrale dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Les précisions de Solange Dubois. La révision de la Constitution a été lancée ce dimanche 13 mai 2018 par le gouvernement somalien. Une décision du gouvernement au terme d'une convention nationale qui s'est tenue à Mogadiscio en présence des parlementaires et des chefs religieux ainsi que la société civile et les partenaires internationaux. L'accord que nous avons signé dans le bureau du Premier ministre en novembre dernier nous a permis de devenir un groupe uni sans aucune division. Selon cet accord, notre date limite pour expédier ce document a été 2019. Mais notre président a déclaré que cela faisait trop long. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Actuellement régie par une constitution provisoire adoptée le 1er août 2012, la Somalie a prévu de préparer ce nouveau document avant les élections uninominales prévues pour 2020. Un processus qui sera financé à hauteur de 3 millions de dollars. Je confirme que 3 millions de dollars sont nécessaires pour finaliser le processus constitutionnel, mais que l'engagement doit conduire à l'élaboration d'un document créé par la Somalie, d'une pensée somalienne, d'une économie somalienne, de conseils somaliens et d'une nouvelle unité somalienne qui reconstruit la nation somalienne que nous avons perdue. Le Premier ministre, qui par ailleurs a dirigé la nation en lançant le processus, s'est ainsi engagé à apporter un soutien financier et politique au processus afin que le pays obtienne cette nouvelle constitution et laisse surtout un nouveau document pour la postérité. Une révision donc constitutionnelle prévue avant 2020 pour la Somalie. Monsieur Claude Wilfried, il s'agit de poursuivre la transition politique lancée déjà depuis 2012. Oui, évidemment. On connaît l'histoire de la Somalie, c'est assez compliqué, à l'image des autres pays d'Afrique noire. Au sud du Sahara notamment, il y a cette histoire qui commence en 2007 avec les Chebab, avec les déchirures internes. Il y a le cas du Somaliland qui est un État dans un État pratiquement. Et la volonté du président qui, il faut le dire, il est tout récent, c'est depuis 2017 qu'il a été consolidé là. Il y a la problématique militaire justement sur la question des Chebab avec l'Union africaine qui a dépêché une force colossale de près de 30 000 personnes, 26 à 30 000 personnes qui sont sur le terrain. Et donc le président Mohamed Abdullahi Mohamed se dit il est important justement pour que nous puissions réussir cette fameuse transition dont il est question de consolider une sorte d'appareil central fort sur lequel pourra se baser la politique, il l'a dit tout à l'heure dans l'interview, la politique économique, l'idée somalienne du développement. Il faut justement ce noyau central pour y arriver. Donc on peut dire c'est de bonne guerre. Il est certainement parti du principe qu'il y a des failles, des éléments incomplets dans la fameuse constitution actuelle et que maintenant il faut consolider déjà les acquis et maintenant essayer d'élaborer l'étape suivante. Évidemment, on peut analyser les choses plus en profondeur en se penchant sur les véritables causes de la crise actuelle, mais de prime abord, c'est la conclusion qu'on peut tirer et on ne peut que le féliciter de se dire un État qui veut prospérer doit reposer sur des piliers solides. Mahamat Assilek Alata doit reposer sur des piliers solides. Ça nous ramène encore au fameux problème des institutions. Moi, je me dis que ce pays-là a une vraie chance de pouvoir évoluer
après plusieurs décennies de guerre civile, comme il l'avait relaté, entre Shebab, le problème Shebab, Somaliland, etc. Moi, je pense que là, s'il commence bien, je dis s'il commence bien, avec des institutions fortes, en respectant cela, ils ne peuvent que progresser. Ils ont une chance inouïe de pouvoir émerger, de faire différemment que ce qu'on connaît aujourd'hui à travers nos pays d'Afrique. Est-ce que ça va quand même être facile de réformer cette constitution? On sait que la présente constitution, voilà, certains la trouvent trop conservatrice, d'autres trouvent qu'elle ne reflète pas finalement assez les principes de la charia. Donc là, c'est une donnée avec laquelle doit composer l'administration du nouveau président. Ça va être un problème de rapport de force. Alors, je ne peux pas quitter le chemin que j'avais tracé tout à l'heure en répondant à la question de la République démocratique du Congo. J'ai un peu de mal avec ça. Je vais vous répondre à partir de deux positions. D'abord, une conviction personnelle. Je ne dis jamais ici que je suis professeur de droit public et donc de droit constitutionnel, parce que ici, je viens surtout comme éditorialiste. Mais ma conviction en tant que professeur de droit, c'est que la Constitution doit suivre les mœurs. La Constitution, une bonne Constitution, c'est celle qui est capable de prendre en compte ce qu'est le peuple. J'ai toujours une définition que je donne à mes étudiants de temps en temps, c'est la manifestation de volonté des, là en l'occurrence des Somaliens. Il faudra vérifier si c'est ça. Et puis la deuxième, je ne peux pas m'empêcher de me référer à d'autres exemples. Malheureusement, y compris l'exemple de mon pays, la République centrafricaine. Il y a une donnée qui n'est pas dans le reportage. On dit que c'est le président qui souhaite, c'est sa volonté d'aller vers une nouvelle constitution, mais j'ai lu aussi des déclarations du représentant du secrétaire général des Nations Unies qui se trouve en Somalie, qui se félicitait, qui poussait un peu à la roue, et le financement des 3 millions dont nous avons entendu parler ici sera en partie, une grande partie, par la communauté internationale. Ça veut dire quoi ? Pour moi, l'enjeu de ce qui est en train de se passer, c'est le basculement d'un régime transitoire, c'est-à-dire d'une transition, à ce qu'on appelle un ordre constitutionnel normal. Ordre constitutionnel normal. Est-ce que c'est par la Constitution qu'on rétablit l'ordre? Je ne suis pas sûr. Le vrai problème, qui est celui des Shebab, qui a été évoqué tout à l'heure, demeure. Le problème de l'insécurité pour la population demeure. Le problème de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est un fait. Ce n'est pas un acte juridique, ce n'est pas le droit qui apporte l'autorité de l'État, c'est le fait. Et les 30 000 forces, éléments des forces qui sont là-bas en Somalie, je ne suis pas sûr que c'est dans ce sens-là qu'ils comprennent leur mandat, c'est-à-dire le rétablissement de l'autorité face au Shebab et notamment le soutien à l'administration. Il me semble, moi, qu'en partant de cet exemple-là, nous avons malheureusement, nous sommes aujourd'hui, je suis désolé de revenir au cas de la République centrafricaine parce que c'est celui que je connais le mieux, on était exactement dans cette situation-là, la communauté internationale a poussé en disant allez adopter une nouvelle constitution, allez à des élections, et puis vous allez voir, vous serez retourné à un ordre constitutionnel normal. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est 10 fois pire qu'avant. Et donc, on a des fonctionnaires internationaux qui ont leur carrière à manager, qui ont des rapports à présenter, et qui vont, dans le rapport qu'il a rendu le représentant du secrétaire général des Nations Unies, il se félicite de ce mouvement-là. Ce n'est pas par rapport au peuple du Somalie. C'est par rapport à sa carrière, par rapport à son mandat, par rapport à des choses. Les choses sont trop graves. Excusez-moi de m'énerver un tout petit peu. Mais ces choses-là sont trop graves pour qu'on se contente de la surface des choses, de réponses juridiques, de réponses institutionnelles. Ce n'est pas ça qui va faire l'unité de la Somalie, qui va faire le retour à l'autorité de l'État, qui va faire le retour à la sécurité sur ce territoire-là. Alors, est-ce que quand même pour le cas somalien, c'est pas un peu différent quand on sait que c'est que très récemment que ce pays dispose d'un gouvernement véritablement effectif? Si, mais on ne peut que donner raison à l'analyse qui vient d'être faite tout à l'heure. Autant on dit que le socle politique est le pilier sur lequel doit reposer une politique du gouvernement, une politique gouvernementale pour un pays
Somalie, autant on doit garder à l'esprit que ce fameux socle politique est un moyen vers une fin et non une fin à soi. Une fin en soi, les enjeux sont énormes, les enjeux sont à côté aussi. Il y a le volet militaire, justement, comme il l'a dit. Et justement, sur le volet militaire, il y a la décision des Nations Unies de réduire la force qui est présente actuellement sur le sol local. Et il y a beaucoup de pays qui s'y opposent, notamment le Burundi, le Kenya, des pays qui ont justement leur contingent là-bas. Donc, comme ça a été dit, il y a des enjeux personnels, il y a des enjeux dans les coulisses supérieurs qu'on ne comprend pas toujours, mais il y a aussi l'enjeu sécuritaire pour la Somalie elle-même. Outre le problème du Somaliland, outre le problème des Chebab, il y a justement, après y avoir fixé les socles institutionnels, la capacité qu'un pays a à développer son autoprotection, ne pas être livré à l'extérieur. Et après, il y a les enjeux économiques. C'est-à-dire, on a beau avoir les Nations Unies qui, justement, élaborent des structures pour soutenir, on va dire, contre le terrorisme dans ces pays-là, ce sont encore les mêmes Nations Unies ou encore les mêmes entités qui font partie du Conseil des Nations Unies qui œuvrent encore pour, entre guillemets, la paupérisation ou la déstabilisation même de ces régions. Aujourd'hui, la jonction entre la mer Rouge et l'océan Indien et le théâtre, que ce soit Djibouti et Érythrée en Somalie, les anciennes puissances coloniales se taillent la part du lion dans ces régions-là. Ce sont des pays géologiquement, intrinsèquement très riches, mais qui présentent un bilan économique assez médiocre, entre autres en raison de ces troubles-là et en raison aussi de ces présences des forces extérieures qui, au lieu d'apporter des solutions, concourent à maintenir parfois la situation de flou et d'instabilité. Moi, je reste quand même perplexe. Tout à l'heure, quand je disais ce pays quand même a une chance de pouvoir mettre les institutions qu'il faut pour pouvoir avancer, je pensais au fait de rapport de force. Ce gouvernement-là, si aujourd'hui il pose l'essentiel de la Somalie, peut-être imposer et petit à petit faire comprendre aux autres que voilà ce qu'il nous faut et qu'on peut aller de l'avant. Mais au vu de ce que mes camarades ont développé tout à l'heure, ça va être archi difficile. Archi difficile parce que d'abord, il y a beaucoup d'antagonisme intérieur, extérieur, et ce que M. Monsieur Jean-François avait dit, la plupart des fonctionnaires à l'international pensent plutôt jouer la carte personnelle. Ils jouent la carte personnelle, essayent de se vendre bien comme il faut, et après, le problème sérieux de la population, le problème sérieux qui y réside, on ne le voit pas. Vous savez, je disais cela parce que l'Organisation des Nations Unies, c'est aussi notre outil à nous, puisque nous sommes tous, nos pays sont membres des Nations Unies. Mais nous avons c'est une organisation qui est un peu lointaine. New York, c'est loin de l'Afrique. Et il se trouve que objectivement, il se construit des cultures dans ces organisations-là qui sont un peu déconnectées. Vous n'allez pas discuter avec les populations, vous rencontrez les populations à travers des rapports, à travers des missions d'expertise, à travers des choses, à travers tout un tas d'outils qui nous permettent de lire, de comprendre, enfin d'essayer de comprendre, etc. Mais sauf que ce n'est pas ça le réel, c'est pas ça la réalité. Et la vraie réalité, pour revenir à la situation de la Constitution, moi je ne dis pas non, qu'il ne faut pas faire une Constitution, mais j'ai entendu tout à l'heure dans le reportage qu'on voulait expédier ça très vite, et qu'on voulait l'expédier après avoir signé à quelques-uns un accord dans un bureau d'un Premier ministre. Je ne crois pas que ce soit les conditions pour que s'exprime la volonté des habitants de ce pays et qu'ils soient gouvernés par leur propre volonté. L'enjeu en Afrique, c'est ça. De mon point de vue, l'enjeu constitutionnel, c'est ça, c'est que la manifestation de notre volonté nous gouverne et gouverne, en tout cas donne la règle à nos gouvernants. Mais je ne peux que souhaiter que ce pays revienne un peu à la normale, parce que vous l'avez très très bien dit tout à l'heure et je n'y reviens pas, c'est un pays qui présente un atout géopolitique majeur pour l'indépendance de l'Afrique et voire même pour l'autonomie et le développement de l'Afrique, parce que cette zone est une zone économique. Et c'est une zone économique où les acteurs occidentaux aujourd'hui trouvent leur part, exploitent, parce que c'est une zone qui est perturbée au possible. Et dans cette perturbation, il y a toujours des gens qui engrangent, n'est-ce pas? Et ils engrangent très bien. Et l'Afrique a intérêt
Il ne faut pas laisser ça seulement aux Nations Unies. L'Afrique a intérêt à ce que la Somalie, que toute la corne de l'Afrique redevienne africaine, indépendante, autonome et autodéterminée. Et ça, c'est un enjeu pour notre organisation, l'Union africaine. Ça, c'est un autre débat. Oui, moi, je voudrais revenir et faire une projection sur le problème des rapports dans les bureaux lointains, New York ou Union européenne. Est-ce que le problème qu'on rencontre assez souvent en Afrique, Zahra, c'est pas parce que dans tous ces bureaux-là, tous ces fonctionnaires à l'international ne lisent que les rapports, ils sont complètement déconnectés des réalités des populations sur place. Et tant que ça continuera comme ça, il ne faut pas s'arrêter simplement à la Somalie. C'est le problème que tous nos pays africains rencontrent. Tout à fait. Et on ne peut pas, Monsieur Jean-François, parler d'expédier. On vous pousse, on vous met la pression de pouvoir signer tout de suite, parce qu'il y en a d'autres qui en profitent, alors que les problèmes restent en l'état. Oui. Rien n'est réglé. Je crois que ça obéit à ce qu'on appelle en Afrique l'agenda. C'est-à-dire l'agenda géopolitique. Et justement, l'agenda géopolitique des pays africains, il est fixé par des non-africains. Dans l'émission de tout à l'heure, nous avons notamment discuté de la question sécuritaire en Afrique centrale, notamment au Cameroun. Et dans la sous-région, quand on parle de Boko Haram et de la force multinationale d'environ 8000 hommes qui a été déployée pour faire face à la menace, on se rend compte qu'elle a été en gestation pendant de nombreuses années parce qu'on n'avait pas encore l'aval, notamment du Conseil de sécurité de l'ONU, des grandes institutions. Et là, c'est problématique. Sur le volet de la Constitution, bon, je dirais même pas forcément qu'on les pose, parce que quand on dit 2019, on va dire c'est l'année prochaine, ça leur laisse à peu près un an, mais quand bien même on leur donnerait le temps, le fait que cet agenda-là justement soit fixé par d'autres acteurs et que ces acteurs-là disent que bon, à la fin, c'est ça qui va vous permettre d'avoir un État, d'avoir le développement pratiquement automatiquement, ça entraîne les Africains à penser, comme vous l'avez dit, à penser que le problème de l'Afrique aujourd'hui est un problème essentiellement politique. La politique est un moyen vers une fin, mais les principaux enjeux des pays africains sont économiques, et c'est d'ailleurs les déboires, les insuffisances économiques, les manquements économiques qui ont conduit le pays dans la situation actuelle. La restriction des leaders islamiques qui deviendront plus tard les Chebab à partir de 2006 ne sera qu'un corollaire de cette politique économique-là qui était, on va dire, boiteuse, calamiteuse. Donc maintenant, comme vous l'avez évoqué, la porte que cela représente, la corne de l'Afrique, à partir de l'océan Indien, le golfe d'Aden, en traversant le petit bras de mer qui relie l'océan Indien à la mer, c'est une région très stratégique. C'est la même région qui a provoqué en 1956 la crise du canal de Suez entre la France, Israël, la Grande-Bretagne et tout. Elle est riche en matières premières, c'est une route commerciale excellente parce que vous pouvez rallier la Méditerranée justement en traversant l'isthme de Suez. Donc la souveraineté sur ces régions-là, ou du moins le fait que l'Afrique puisse aussi tirer parti de l'exploitation de ces richesses dans ces zones-là, est un enjeu énorme, et c'est un peu illogique que certaines puissances extérieures, pas seulement européennes, vu que même la Chine y est actuellement en tant que puissance montante, s'enrichissent dessus, se sucrent dessus, et après nous présente l'enjeu politique comme l'élément principal de développement. Merci à tous les trois pour ce décryptage. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.